Ne rien craindre, sinon que le ciel nous tombe sur la tête. Ce pourrait être leur devise. Mais les forces aériennes en ont une autre, plus percutante, plus directe. Saint-Père expédité, toujours prêt et plus rapide. Il en faut beaucoup de rapidité et d'agilité en scrutant le ciel. Le monde est complexe, les nuages s'accumulent, les crises sont plus violentes. On n'est pas à l'abri d'un microbe ou d'un virus. La survenue de la Covid-19 a bousculé les certitudes. C'est hasardeux de tirer des plans sur la comète. La seule marge, c'est de nous imposer la discipline militaire en redoublant de vigilance. Le pire n'est jamais sûr, mais les forces de défense et de sécurité veillent au grain. L'armée de l'air à laquelle nous nous sommes intéressés figure dans ce contexte parmi les premiers de cordée. Ces attributions de défense de notre espace aérien ont beau être chronophages, elles ne l'empêchent pas d'initier des activités secondaires, le principal étant de voler au secours de nos concitoyens en situation de détresse. La mission principale de l'armée de l'air au Sénégal, comme la plupart des armées de l'air dans le monde, c'est la protection et la surveillance de l'espace aérien. La protection, l'appui aussi, combat aux autres forces de défense et de sécurité, notamment les troupes au sol. Ça, c'est une mission principale. Comme mission secondaire, nous avons aussi la participation au développement économique et social, la lutte contre les trafics illicites, etc. Donc, nous faisons beaucoup de patrouilles maritimes, donc surveiller les bateaux de pêche et vérifier que les bateaux qui pêchent dans nos eaux sont autorisés à le faire. Reportage immersif au sein de l'aviation militaire sénégalaise qui participe de manière active à la lutte contre le coronavirus. Dans ce cadre, l'armée de l'air a fait valoir plusieurs dizaines d'heures de vol passées à surveiller les frontières, à effectuer des liaisons et des évacuations sanitaires. La base aérienne de Ouakam est le principal terrain d'aviation à partir duquel les aéronefs sont mis en œuvre. Elle abrite l'état-major de l'armée de l'air, le groupement opérationnel, le groupement de soutien et les services rattachés. Le premier groupement opérationnel de l'armée de l'air est issu des cendres de ce qu'on a appelé le premier GAS. Beaucoup d'anciens connaissent le premier GAS, qui veut dire groupement aérien sénégalais. Il a fallu attendre 1987 pour que ce premier GAS donne à la fois le groupement opérationnel de l'armée de l'air et le groupement de soutien de l'armée de l'air. Le premier groupement opérationnel de l'armée de l'air a pour mission de mettre en œuvre les aéronefs. Quand je dis aéronefs, c'est avions et hélicoptères, mais aussi d'exécuter l'ensemble des missions aériennes qui sont confiées à l'armée de l'air. Je suis le commandant Abdoulaye Sarr, commandant le groupement de soutien de l'armée de l'air. Un groupement qui assure le soutien technique, le soutien logistique, le soutien médical, pratiquement à toutes les entités installées au sein de cette base aérienne. Le groupement de soutien vient justement sur plusieurs niveaux. Le soutien technique, où nous avons la maintenance pratiquement de tous les aéronefs. C'est important de connaître le volet, justement, qui sépare plus ou moins les opérations et les techniques. Les opérations, c'est quand l'aéronef est en ligne de vol. Les techniques, c'est quand l'aéronef, justement, est en maintenance, ou bien l'aéronef est réformé, ou l'aéronef, justement, a une activité périodique à observer.
Parrain de la base depuis 1993, le capitaine Mame Andala Paul Sori Cissé a accompli son devoir jusqu'au sacrifice suprême. Mort au champ d'honneur en 81 dans le crash de son hélicoptère au cours de l'opération Fodé Kabado en Gambie, le pilote disparu à 33 ans avec son équipage avait plus de 3700 heures de vol. On a beau se frotter à tous les soleils, la compagnie, la fréquentation des aviateurs rend plus humble, plus admiratif. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, avait dit le poète. Ils ont en fait un métier d'anthologie. Après les balbutiements des débuts, l'armée de l'air a dû changer de fusil d'épaule à la fin des années 80 en se réajustant pour renforcer ses capacités d'action. Le monde qui change et les nouvelles données géopolitiques appellent des transformations que l'on ne peut différer. Dans le flot ininterrompu de crises, dont la dernière relève d'une urgence sanitaire de portée mondiale, la base aérienne a anticipé les mesures préventives et prophylactiques. La forteresse doit être inexpugnable, même pour un virus infiniment petit. Ainsi donc, avec la rigueur la plus élevée, les protocoles sont suivis pour la protection complète des troupes, des familles, ainsi que les visiteurs qui sont régulièrement reçus ici. On reçoit les instructions, que ce soit de l'état-major général, de l'état-major de l'armée de l'air ou également du commandement territorial, notamment le commandement de la zone militaire numéro 1. On reçoit des instructions que nous appliquons, notamment la mise en œuvre des mesures barrières, et nous allons faire le maximum pour éviter demain justement qu'une situation qui pourrait désagréablement affecter les activités de l'armée de l'air justement se produise au sein de la base aérienne. Donc on est obligé d'appliquer les mesures barrières. La stratégie qu'on a au niveau ici du premier Goa dans notre contribution à la lutte contre la pandémie, c'est en premier, c'est d'essayer de protéger le personnel. D'abord, protéger le personnel nous permettra quand même, quand le devoir nous appellera, qu'on soit présent. Protéger le personnel qui travaille, nos familles, hein, mais également être prêt pour intervenir en tout temps, comme on le dit, en tout lieu. Ça veut dire quoi? Qu'on est disponible H24. Les premières mesures qui ont été prises consistent d'abord à la protection du personnel, comme vous avez pu constater lorsque vous êtes entré dans nos bases, mise en place des thermoflash, des gels un peu partout, à l'entrée de tous les bâtiments, dans les bureaux, etc. Nous avons été contraints de modifier nos procédures de travail, nos procédures au niveau de nos équipages, au niveau surtout de maintenance, mais surtout dans le cadre de la riposte générale des forces armées du Sénégal. Nous avons eu à effectuer plusieurs missions de liaison au profit du ministère de la Santé, au profit de la force Covid-19, des évacuations sanitaires et surtout beaucoup d'heures de vol pour la surveillance de nos frontières. L'idée de frontière, c'est l'autre nom que l'on donne à la souveraineté. La contribution de l'armée de l'air va au-delà des dispositifs anti-Covid et de surcroît d'asepsie pour ces installations. Par gros temps, le moteur ne doit absolument pas s'éteindre. La bataille se mène à tous les étages de la fusée.
nous avons eu à mener dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, des missions de type évacuation sanitaire à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal. Nous effectuons également des missions de contrôle aux frontières avec nos aéronefs, mais également nous effectuons des missions au profit, par exemple, d'autorités pour aller à l'intérieur, toujours dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Pour effectuer ces missions, on s'appuie sur du personnel, on s'appuie aussi sur des moyens aériens et infrastructurels, mais également nous nous appesantirons sur des procédures. Les procédures adaptées et optimisées sont un des socles sur lesquels repose l'efficacité et l'efficience. L'intelligence collective, ça permet de dégager les pistes et ça évite qu'on rue dans les brancards. En effet, le professionnalisme et la façon dont on a vu les missions se préparer n'autorisent pas les questionnements rébarbatifs du genre « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» C'est tout à fait l'opposé qui se donne à voir ici. Tout est minuté comme sur du papier à musique. Pour la préparation, ça consiste globalement à étudier la faisabilité de la mission. Et pour ce faire, il faudra en amont étudier la météo, consulter ce qu'on appelle les NOTAM, donc c'est un acronyme en anglais qui signifie Notice to Airmen. Ensuite, calculer les performances de l'avion en fonction de la météo du jour et à l'issue, les comparer avec les performances des différentes pistes que je vais utiliser, donc à savoir piste de décollage et piste d'atterrissage, et finir donc avec le dépôt du plan de vol. Donc c'est pour notifier aux organismes de contrôle de la circulation aérienne nos intentions, le type de la mission et le type d'avion qu'on va utiliser. Le CASA 235 a été plusieurs fois mis en route dans le cadre des évacuations sanitaires. L'aéronef est polyvalent avec des capacités de transport remarquables. Son intérieur est modulable et la pressurisation en cabine est un atout et une fumée blanche pour les passagers. Nous disposons de cet avion qui est le CASA 235 et qui est un avion qui fait partie de la flotte de l'armée de l'air sénégalaise. C'est un avion qui peut effectuer vraiment un spectre très large de missions, comme des missions classiques de transport de personnel ou de fret, mais également des missions à caractère tactique comme l'aérolargage et l'aéroportage, donc dans le cadre de la projection rapide des forces en zone opérationnelle. Et au-delà de ces missions, c'est un avion qui peut être configuré de manière à pouvoir faire des missions EVASAN. Que ça soit pour les missions EVASAN ou pour toutes autres sorties, les vérifications techniques au sol des aéronefs sont un réflexe et une phase précieuse qui permettent de s'assurer que les appareils sont intacts et qu'il n'y a aucun problème. C'est alors le mécanicien navigant qui voit tout ça parce qu'il a un œil de lynx. Le mécanicien navigant pour ce type de mission-là, c'est le représentant technique du commandant de bord, mais aussi son conseiller technique. C'est-à-dire c'est un élément qui est donc pourvu de connaissances très poussées sur tous les systèmes de l'aéronef, ce qui va lui permettre à tout moment de juger si l'aéronef peut faire la mission, s'il est configuré pour. En cas d'incident ou d'accident, il est capable aussi de donner un bilan technique au commandant de bord pour qu'il puisse prendre une décision qui va pouvoir préserver la sécurité et bien sûr l'exécution de la mission. Chaque détail a son pesant d'or. Chaque sortie se fait dans les meilleures conditions de sécurité. C'est ainsi qu'on apprécie tous les paramètres de navigation bien avant
la mise à disposition du plan de vol. C'est une phase de collecte de l'information de la plus haute importance. Pour la mission d'aujourd'hui, il s'agit d'aller chercher un malade qui se trouve présentement à Ziguinchor en vue de son évacuation sur Dakar. Alors pour nous, en tant que membres de l'équipage de conduite, cela ne change en rien notre manière de préparer la mission. Sauf que si jamais le patient est sensible, comme on dit dans le jargon, à l'aérotransport, c'est-à-dire il présente des signes, des symptômes qui peuvent s'aggraver avec une augmentation de l'altitude, là dans ce cas, il faut que l'on prenne cela en compte et au besoin adapter notre altitude, bien qu'ayant un avion qui est pressurisé. La dépressurisation est une de ces bêtes noires pour les avions. Sans quitter le sol, les opérateurs du centre de conduite surveillent les mouvements d'avions en temps réel à l'aide de moyens sophistiqués et d'infrastructures de la tour de contrôle. Le CCO est compétent aussi en matière de recherche et de sauvetage en mer sur une zone de responsabilité de plus de 8 millions de kilomètres carrés. C'est une structure opérationnelle chargée du suivi et de la conduite des activités aériennes de l'armée de l'air. Pour tous les aéronefs qui atterrissent ici ou bien qui décollent de cet aéroport-là sont contrôlés au niveau de la tour de contrôle de Dakar qui dépend de cette structure. Nous sommes toujours en contact avec ces aéronefs-là via des contacts bilatéraux. Nous utilisons les moyens de communication hertziens, notamment le VHF Air que nous utilisons. Et ici aussi, au niveau du centre du conduit des opérations, la maison mère, nous avons aussi un dispositif de communication. Plus on avance dans l'immersion, plus l'adrénaline monte, la preuve est là. La chance est avec nous. Nous allons en direct vivre une mission d'évacuation sanitaire avec le lieutenant Mamadou Ndiaye. La chance, ça n'est donc pas le hasard. Dans le jargon journalistique, on appelle cela un scoop. Il nous a été donné de vivre les minutes d'une mission d'évacuation aérienne. Il s'agit en fait d'extraire une personne Covid de plus qui a eu des complications chirurgicales. On est allé la chercher d'une capitale régionale pour la faire monter sur Dakar à bord du Kassa. The door locks, Pito all covers. In the okay, 5-5. Okay, parking brake, CBs. Power levels, condition levels, back engine masters, batteries. Le master de reset, ça vient. Ok, d'accord, ça marche. Before start checklist complete. Ok. 768, 45, 0. Okay, after start, ignition, engine selector, start mode selector, fuel transfer pump, left generator, TRU, left, and GPU. Okay, this one. Moteur droit dégagé. C'est clair. ITT, right, anti-call. Fuel transfer pump, start mode selector, engine selector, ignition, condition level. Ok, je coupe le aircon. Ok, dès que prêt. Ça va réguler. Ok, Minzen's Max, fly de solénoïde. Flaps. D'accord, c'est bon. Trims. Anti-skid.
Mais avant le fil rouge de l'Evasan, petit détour aux moyens techniques qui sont sous la responsabilité du GSAA, le groupement de soutien de l'armée de l'air, car tout se tient. La mise en route des aéronefs doit prendre en compte tout un écosystème, mais aussi des aspects très précis. Lorsque l'avion était en train d'être mis en route, donc il y a un camion citerne qui était là à côté. C'est ce camion qui assure le volet sécurité incendie. Il y a également, dans toujours le cadre soutien, il y a le ravitaillement en hydrocarbures. Le soutien médical également est géré par le groupement de soutien, mais assurément avec justement l'impulsion de la direction de santé des armées. Donc nous assurons ce soutien. On a l'ambulance qui est logée donc au sein du groupement de soutien, naturellement, qui fait ses activités en fonction des interventions de l'équipe médicale. L'autre volet également du soutien, c'est la sécurité. Nous sommes dans un environnement où nous avons des avions. Maintenant, pour avoir une sécurité au max, il faut des hommes préparés, des hommes entraînés, des hommes naturellement qualifiés à le faire. Je veux parler de la protection défense des points sensibles. Donc nous avons ce soutien qui est assuré par les fusiliers, commandos de l'armée de l'air. Emmitouflé et couvert de pied en cap par les équipements de protection individuelle, personnel navigant et équipe médicale finissent d'embarquer le patient pour sa prise en charge optimale. Les évacuations sanitaires restent donc des solutions en dernier ressort en vue du réfèrement par les services compétents des malades dans des structures plus adaptées. Les vols sanitaires ont cet avantage de la rapidité, la vitesse d'exécution. Ils sont déclenchés aussi, et bien des fois, pour sauver des blessés et victimes d'accidents. Nous devions transporter un malade qui, en plus d'une pathologie chirurgicale qui doit être opérée, a été testé positif à la COVID-19. Comment se passe le transfert actuellement entre Ziguinchor et Dakar? Donc c'est un malade qui a été stabilisé à Ziguinchor avant son déplacement, donc il n'a pas nécessité de soins lourds pendant son transfert. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des transferts plus ou moins compliqués ou d'habitude ça se passe bien? Oui, il peut y arriver que vous ayez des malades qui soient sous assistance respiratoire, qui soient oxygénés. Pour ce type de malade-là, le transfert nécessitera des soins un peu plus complexes à bord. Une surveillance plus complète. Le CASA est une vraie machine dotée d'une rampe de chargement qui permet aux brancardiers et urgentistes de travailler à l'aise sans trop secouer le patient qui va pouvoir passer de l'ambulance aérienne à une autre davantage faite pour l'asphalte. L'armée de l'air utilise plusieurs types d'aéronefs qui remplissent des missions spécifiques mais sont susceptibles d'avoir d'autres fonctions en étant multirôles. On a plusieurs gammes d'aéronefs qui permettent de faire des missions d'évacuation sanitaire. Je citerai par exemple les avions de type CASA 235 qui sont des avions de transport tactique mais également des avions de type King Air 200 qui peuvent effectuer des missions de transport, d'évacuation sanitaire, mais de contrôle aux frontières. Le King Air 200, à son tour, est également intervenu une foultitude de fois. Conçu comme un avion d'affaires, l'appareil est mis à contribution par les forces à des fins de reconnaissance, de surveillance et d'évacuation sanitaire. L'engin est aussi mis en œuvre pour des travaux d'observation et de couverture photographique aérienne. Voilà, donc là vous êtes à bord du King Air 200, là vous êtes en train de prendre le cockpit.
Donc globalement, le King Air 200 est un avion très moderne. Donc si vous voyez bien, vous n'allez pas voir les instruments conventionnels qu'on connaissait avant, avec l'altitude, la vitesse à côté, ainsi de suite. Ici, on a donc des écrans EFIS. Donc on a 3 écrans EFIS, le MFD et les 2 PFD, où toutes les informations, les données de navigation, les données moteurs, ils sont concentrés. Et donc ça facilite aussi le pilotage, ça vraiment renforce aussi la sécurité des vols. Ça c'est la checklist. L'un des pilotes va lire ça et l'autre va l'exécuter pour pouvoir donc démarrer les moteurs et faire tous les checks au sol avant de pouvoir débuter le roulage et aller faire le décollage. Donc c'est des étapes, comme disait tout à l'heure le commandant Ngom, donc c'est des procédures standardisées que tout le monde doit appliquer pour pouvoir donc effectuer ces missions-là en toute sécurité. Donc vraiment c'est très important ces checklists et donc c'est ça qu'on suit de manière graduelle pour pouvoir arriver au démarrage des moteurs, aux différents checks qu'on fait des moteurs, des systèmes de navigation pour s'assurer que globalement tout fonctionne dans l'avion. Durant la période de l'état d'urgence assortie d'un couvre-feu, plus de 20 heures de vol ont été effectuées entre avril et mai pour la surveillance de notre territoire. On a eu à effectuer des missions au niveau de la zone militaire numéro 4 à Tambacounda, où cet avion a été déployé en même temps qu'une vingtaine de personnels de mise en œuvre pour pouvoir appuyer les commandements territoriaux de la zone militaire numéro 2, numéro 4 et numéro 5 dans le cadre de la fermeture des frontières. Donc pour s'assurer que l'interdiction ou bien la fermeture même des frontières est effective et qu'il n'y ait pas des possibilités de pouvoir donc, entrer au niveau du Sénégal au moment où l'état d'urgence était en vigueur. Donc durant notre séjour en zone militaire numéro 4, on a eu à effectuer 22 heures de vol, donc, avec un équipage composé essentiellement de 4 personnes. On a les 2 pilotes, le commandant de bord et le copilote. On a un observateur à bord et ensuite on a un photographe aérien. Et l'autre aspect aussi, c'est notre capacité à pouvoir communiquer avec les troupes au sol pour leur permettre au besoin d'aller intervenir et voilà, faire face à certaines activités. Dans la flotte militaire, on trouve aussi des hélicoptères à l'instar du Mi-17, sans doute l'appareil le plus vendu et le plus opéré au monde par les armées. De fabrication russe, le Mi-17 a fait ses preuves notamment en Afghanistan malgré les déboires des soviétiques au cours de ce que fut la guerre d'indépendance afghane. Nous avons des missions diverses d'ordre de manœuvre, c'est-à-dire transporter du personnel d'un point A à un point B jusqu'à 24 passagers armés, ou bien en version VIP. Donc nous avons la possibilité de transporter 14 VIP avec des fauteuils aménagés, mais aussi la possibilité de transporter des blessés et des malades. Donc nous faisons des évacuations sanitaires, au même titre que les avions de transport, avec exactement plutôt 12 civières que, comme vous voyez installées, 6 de chaque côté, donc d'un point A à un point B quand on a besoin de nous. La particularité des hélicoptères étant que nous n'avons pas besoin de pistes pour atterrir, donc nous pouvons atterrir un peu partout. Il suffit que ce soit un terrain assez aménagé, donc avec pas trop d'obstacles, balisé, donc de préférence un hélicoptère peut se poser à côté d'une route, à côté d'un accident, ce genre de choses pour pouvoir évacuer les passagers. Les aéronefs subissent eux-mêmes check-up, révisions et maintenance périodique, une activité cruciale qui se pratique au regard des exigences et normes aériennes en vigueur. Dans les ateliers, on bichonne, vérifie, diagnostique et répare l'armada de l'armée. Je suis le chef du groupement d'entretien et de réparation du matériel spécialisé, c'est-à-dire tout ce qui est aéronef, donc avions de sèche, hélicoptères et aussi avions de transport. On a des chefs de maintenance au niveau des hélicoptères, au niveau de la chasse et aussi au niveau du transport. Ici, au moyen technique ou bien je dirais à l'armée de l'air, on ne fait pas de fixation sur le sexe, donc que ce soit une femme ou l'homme. On fait focus sur la compétence et aussi l'apport que chacun a au niveau du travail.
L'escadron de chasse, pour sa part, est l'unité de combat de l'armée de l'air. Il appartient au 1er GOA, le groupement opérationnel de l'armée de l'air. Il est en permanence sur le qui-vive. Le chef des opérations, donc de concert avec les différents commandants d'escadron, à savoir l'escadron chasse, l'escadron transport et l'escadron hélicoptère, il veille au respect et au bon déroulement des activités aériennes. Les activités aériennes peuvent être des missions d'ordre opérationnel, des missions extérieures, des missions d'entraînement pour le maintien de compétences des équipages et des missions logistiques, comme c'est le cas ce matin. Pour l'évacuation sanitaire, ça dépend donc de l'urgence. On peut avoir 2 niveaux. Un premier niveau qui est d'une très grande urgence, c'est-à-dire dans les 2 heures, lorsque la mission est déclenchée, l'avion doit être en l'air. L'autre cas qui n'est pas tellement urgente, c'est dans les 24 heures, l'avion doit être en l'air. La base de Ouakam dispose aussi d'une escale aérienne, comme c'est partout le cas. Il y a le ski passager qui est là. Elle est parrainée par le capitaine Mbaye Diagne. Fondamentalement, elle assure l'assistance technique et logistique des aéronefs de passage, mais aussi les liaisons au profit de la base de Dakar, en veillant aux aspects sûreté et sécurité des infrastructures et servitudes aéroportuaires. L'escale aérienne assiste aussi les corridors humanitaires. Toute gestion est d'abord humaine. La dimension bien-être émotionnel est étudiée au plus près au sein de l'armée de l'air qui offre un cadre de vie et de travail propice et compatible à la performance. L'autre volet qui n'est pas des moindres, c'est la gestion de l'environnement. Nous sommes dans un environnement qu'il faut assurer en permanence la propreté et permettre aux opérations de se dérouler convenablement. C'est pourquoi ici, dans cette base, nous avons le service des moyens généraux qui assure la propreté de l'environnement, mais également le suivi des travaux, que ce soit des travaux d'entretien des bâtiments, qui est géré par un casernement, ou la servitude, notamment la mécanique générale, la mécanique des véhicules. Donc ce service est là, naturellement, pour accompagner les activités aériennes, pour permettre à nos personnels d'évoluer dans un environnement sécure, dans un environnement propre et un environnement qui répond aux normes. En ces temps de pandémie, mobilisation et vigilance sont les choses les mieux partagées au sein de l'armée de l'air, dont la contribution à la riposte a été salutaire. Mais le monde n'est pas parfait. Les forces aériennes font face à de nombreux défis et sont appelés à franchir un nouveau palier. Les défis sont nombreux. Vous voyez, la situation sécuritaire de notre environnement s'est fortement dégradée sur les 10 dernières années. Nous avons la chance quand même d'avoir un pouvoir politique qui est conscient des enjeux et qui nous soutient fortement. L'armée de l'air, comme toutes les autres armées, est dans une phase très forte de montée en puissance. Donc, ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, nous recevons régulièrement beaucoup de nouveaux matériels. Et il y a quelques mois, nous avons encore reçu de nouveaux avions de combat. D'autres types d'avions sont attendus vers la fin de l'année. Les budgets nécessaires sont dégagés. Malgré les difficultés, l'État fait énormément d'efforts pour nous mettre dans les conditions vraiment pour remplir nos missions. Nous avons reçu récemment des radars qui nous permettront, dans quelques mois, d'être capables de surveiller tout l'espace aérien du Sénégal, très important. Et évidemment, j'ose pas dire que nous ne nous plaignons pas, parce qu'on a toujours envie d'avoir plus. Mais objectivement, il faut reconnaître que l'État a fait énormément d'efforts pour nous permettre de faire notre travail correctement, aussi bien l'armée de l'air que l'armée de terre, la marine. C'est écrit noir sur blanc dans tous les livres d'or des états-majors des armées de l'air. Les prochaines batailles se mènent et se gagnent dans les airs et dans l'espace. C'est la nouvelle réalité stratégique des temps présents et futurs. En matière d'armement aérien, la seule limite doit être le ciel.